Bonjour tout le monde. Alors je vais continuer sur ma lancée avec les éléments et cette fois-ci je vais parler un peu de développement personnel. Et donc pour ça j'aimerais bien situer le travail du développement personnel par rapport aux vidéos que j'ai fait précédemment. Donc ici si on reprend notre petit être humain là, avec les 4 éléments, le développement personnel c'est pas vraiment une finalité en soi, en fait c'est un travail à accomplir sur le chemin, puisque comme je l'avais expliqué dans les vidéos d'avant, la finalité en soi, s'il devait y en avoir une, pour la conscience, ce serait de retourner à l'unité. Je dis bien s'il devait y avoir une finalité, puisqu'il y a fort à parier que à un moment donné, quand on revient à l'unité, eh ben, on redescend dans la dualité. Il est fort possible que ce soit un va-et-vient constant. Le seul problème pour nous, dans l'état actuel des choses, c'est que on n'est pas conscient de l'unité. Donc c'est pour ça qu'on a ce feu qui brûle et qui nous pousse toujours à aller un peu plus haut, à nous dépasser. En fait, à nous dépasser pourquoi? En fait, pour la transcendance de ce point de vue-là. Mais donc, pour la transcendance, il n'y a pas de développement personnel, puisque l'unité est par nature impersonnelle. Puisque je suis en toute chose et toute chose est en moi, il n'y a plus de distinction de sujet-objet ou de sujet-sujet. C'est-à-dire que dans la transcendance, il y a une perte totale d'identité, donc il n'y a pas de développement personnel. On pourrait même parler d'un développement impersonnel pour aller vers le travail spirituel. Donc quand on parle de développement personnel, quelque part on ne parle pas de spiritualité. On est plus au niveau de l'eau et de l'air. Puisque dans l'eau, dans l'extrême sensibilité et dans la construction du moi, de la personnalité, et puis dans l'air, pour se trouver dans ce que les bouddhistes appellent le soi véritable, des fois on appelle ça l'âme, on appelez ça comme vous voulez, une identité un peu plus profonde, ça va être en contactant le cœur et les poumons dans l'élément air. Donc ça c'est ce que j'ai développé dans les vidéos d'avant, donc j'y reviens pas ici. Donc le développement personnel, quelque part, il se situe à mi-chemin entre l'eau et l'air. Ensuite, ce qui est important pour moi de préciser, c'est l'idée en fait de cette vidéo et de cette présentation, c'est pour que vous puissiez avoir des outils pour faire votre propre bilan régulièrement, idéalement tous les soirs, récapituler un peu sa journée et rattacher un petit peu tous les états d'esprit qu'on a traversés pendant la journée à des éléments pour pouvoir un peu mieux les comprendre, les intégrer et savoir un peu comment on fonctionne, puisque finalement l'intérêt de toutes ces pratiques de développement personnel, c'est bien sûr connais-toi toi-même. Et donc le but c'est de se connaître soi-même. Et je trouve que la grille de lecture avec les éléments nous permet de plus facilement aller vers soi et de plus facilement être conscient de tous les mécanismes qui sont généralement assez inconscients, les mécanismes de la personnalité qui sont assez inconscients et on est vite perdu là-dedans. Donc voilà, donc une fois que vous aurez cette grille de lecture, le but c'est le soir, avant de faire votre méditation, vous vous posez un petit peu et vous repassez en revue tous les événements particuliers de la journée et vous voyez si c'était de l'ordre du feu, de l'eau, de la terre, de l'air. Et ça pourra vous aider à faire le tri et surtout à faire un état des lieux de ce que vous êtes, de ce que vous vibrez en ce moment, d'un point de vue élémentaire ou élémental. Donc, on va commencer par le feu. Donc, le feu, bien sûr, est caractérisé par un tempérament expansif et très actif. Le feu qui brûle, voilà, c'est pas une surprise. Donc à chaque fois qu'on se sent plein de vie, quelque part, on est habité par le feu. Mais ce que j'aimerais préciser, d'un point de vue du psychisme et de la personnalité, c'est que le feu est, de mon point de vue, à mettre en relation avec cette émotion primordiale qu'est la joie et l'enthousiasme. Les bouddhistes nous disent que lorsque la conscience grandit, on ressent de la joie. Et que cette joie est l'émotion primordiale et toutes les autres émotions viennent se mettre par-dessus la joie. Donc quelque part le travail de développement personnel et même impersonnel
ça va être d'enlever tout ce qu'on a mis par-dessus la joie, puisqu'en fait, quand on enlève tous les filtres émotionnels et de l'ordre de la personnalité, derrière, il n'y a que de la joie, puisque la joie est l'émotion que ressent la conscience lorsqu'elle s'expand. Je vais essayer de vous donner un exemple. Par exemple, quand vous avez une sorte de révélation, il y a quelque chose que vous avez compris. Là, d'un coup, c'est genre, ah ouais, ah d'accord, ah ok, mais c'est super. Et ben, d'un coup, c'est comme s'il y avait tout qui s'éclairait, de l'espace dans votre tête, dans votre conscience. C'est comme si vous ressentiez une ouverture. Ah d'accord. Et là, cette expansion de conscience vous fait recontacter avec cette joie primordiale. Cette joie qu'ont les enfants, puisque pour eux tout est nouveau, et ils sont toujours en pleine expansion de conscience. À chaque fois que vous leur montrez un truc, c'est génial, parce que tout est nouveau, et donc ils sont tout le temps dans la joie. Voilà, ils ne font pas d'efforts pour ça, c'est juste que la joie est naturelle en fait. La joie est naturelle quand on a l'impression de comprendre, quand on a l'impression d'expérimenter quelque chose de nouveau, quand on a l'impression d'explorer de nouveaux horizons, qu'ils soient physiques, psychiques, de toute manière, c'est la joie qui s'installe. Et donc le feu et la joie sont à mettre en relation, puisque c'est le feu qui nous pousse vers l'ouverture, et c'est cette ouverture qui nous provoque, qui nous rend disponible à la joie. Donc le feu est à mettre en relation avec l'enthousiasme. D'ailleurs, d'un point de vue étymologique, enthousiasme, ça vient de entheos, entheos en Dieu. Donc être enthousiaste, c'est être quelque part dans cette énergie divine, comme son nom l'indique. Et lorsque le feu et l'enthousiasme sont très présents, eh bien sûr, la conséquence de ça, c'est que on devient sensible à la frustration. Plus l'enthousiasme est grand, plus potentiellement on est frustré. Ce feu peut vite se transformer en emportement, c'est-à-dire que d'un coup on s'emporte, parce qu'on est porté par le feu, et on est bien conscient que quand on est porté par le feu, c'est toujours dur de s'arrêter. Donc toute attitude précipitée, tout agacement, la sensation que les choses n'avancent pas assez vite, tout ça c'est à interpréter comme un excès de feu. C'est facile hein, pour l'instant. Ensuite, à chaque fois qu'on est porté par un enthousiasme et qu'on rencontre une barrière, c'est-à-dire qu'on veut faire quelque chose et on peut pas, ou c'est pas possible, on se heurte à la dure réalité. Donc forcément, cet ensemble de petites frustrations qui se superposent se transforme assez vite en colère. C'est pour ça qu'on dit, on parle souvent de la colère, du feu, mais avant que ce soit de la colère, c'est déjà toutes les petites frustrations, hein, finalement, qui sont la conséquence de ce feu. Et je dis souvent, on ne peut être frustré que si on est enthousiaste. Et quelque part, l'un ne va pas sans l'autre. Donc si le feu devient très fort, si la colère devient très forte, forcément ça peut dégénérer en haine. C'est pour ça qu'on associe aussi la haine au feu. Donc le feu porte en lui le potentiel de tous les comportements extrêmes et violents, comme la vengeance, la jalousie, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, puisque j'ai parlé un petit peu, avec le feu on est un peu obligé de parler de spiritualité, si j'ai expliqué que le feu, en fait, c'était cette énergie qui nous fait aller vers le haut et qui quelque part, c'est un désir d'atteindre le dépassement de soi, mais d'un point de vue spirituel, le dépassement de soi, en fait, c'est l'unité. Et dans l'unité, en fait, on est tous en lien. D'accord ? Tout ne fait qu'un. Donc, quelque part, l'ultime désir, c'est que tout ne fasse qu'un. Et donc, c'est pour ça que la haine, la violence, en fait, généralement, c'est la conséquence du fait que quand on n'arrive pas à se relier, en fait, eh bien, une chose se transformant en son inverse, c'est l'absence de lien qui crée la violence et le déchaînement de la haine ou de la colère. Cette colère ou cette haine n'est pas une première intention, c'est toujours finalement une tentative de faire du lien qui a échoué et qui du coup provoque son inverse, à savoir la destruction du lien. Donc bien sûr c'est assez facile de voir les côtés négatifs du feu, en tout cas si ce n'est négatif, les côtés dangereux du feu. On a tous grandi avec cette idée que c'est dangereux de jouer avec le feu, mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le feu est à l'origine de tous nos élans et de toutes nos ambitions. Donc quelque part, on sait aussi qu'il faut, dans la vie, il faut être ambitieux, il faut être entreprenant, il faut être créatif, il faut avoir des élans vitaux, il faut être enthousiaste.
quelque part, le bonheur et l'enthousiasme sont indissociables. Si on est comme ça, on ne peut pas parler de bonheur. Donc forcément, quelque part, on veut du feu. Donc toute la difficulté est là, d'arriver à chevaucher ces élans d'enthousiasme, d'arriver à être ambitieux, oser aller de l'avant, et d'avoir le courage d'oser incarner ce qu'on pense être juste pour nous, dans l'instant. Voilà tout ce que le feu peut nous apporter aussi. Et maintenant, on va passer à l'eau. Donc si le feu nous amenait à l'extérieur, si le feu nous incitait à aller voir plus loin, à avoir de nouvelles expériences. Donc on a un mouvement centrifuge. Le feu, ça part dans tous les sens. Ça nous embarque. À l'inverse, l'eau a un mouvement centripète quelque part. Dans le sens où l'eau nous ramène à l'intérieur. C'est l'élément de prédilection de celui qui veut développer son intériorité. En dirigeant du coup la vitalité vers les mondes intérieurs, on développe tout naturellement la sobriété et la tranquillité, qui sont des qualités qu'on associe à l'eau. Et donc le maître mot pour atteindre les profondeurs et les trésors qui sont cachés dans nos profondeurs, c'est donc la patience. Patience qu'on associe à l'eau aussi. Donc on comprend aussi pourquoi patience est mère de vertu. Voilà, c'est parce que finalement, pour se connaître soi-même, comme je disais tout à l'heure, tout le travail personnel est axé sur connais-toi toi-même, et bien sûr l'eau, ça va être l'élément le plus important dans cette quête. Puisque quelque part, le feu, c'est quelque chose d'inné. Les enfants sont souvent très feu, parce que naturellement, on est pétillant, on a l'esprit, on veut toujours faire des nouvelles expériences, donc c'est facile d'avoir du feu. De l'eau, par contre, ça se cultive. La patience, l'observation, la tempérance, tout ça, c'est des choses qu'on doit tous travailler. L'eau, c'est vraiment l'élément qui nous met en lien, qui nous pousse à aller en empathie au contact de l'autre. Quand on rapproche deux gouttes d'eau et qu'elles se touchent, elles fusionnent, elles n'en font plus qu'une. Une fois que les deux gouttes d'eau se sont touchées, on ne fait plus de distinction. Donc l'eau, c'est vraiment l'élément de la fusion. Donc on a vu tout à l'heure avec le feu que les extrêmes s'engendrent. C'est-à-dire cet ardent désir d'unité qu'on avait dans le feu se transforme assez vite en haine et en violence, qui est son extrême. Et de la même manière, cet ardent désir de fusion, cette fois-ci dans la matière avec l'eau, peut aussi engendrer son inverse, c'est-à-dire l'indifférence. Donc l'eau est à la fois symbolise à la fois notre désir de fusionner physiquement, comme l'eau, comme toutes les gouttes d'eau qui fusionnent et qui font un tout harmonieux et toujours en lien. C'est vraiment le principe de l'eau. Il y a aussi dans l'élément eau, en germe, toute notre indifférence en fait. Puisque symboliquement, une chose est tout et son contraire. L'eau peut être désir de fusion et en même temps totale indifférence. Parce qu'en fait, si vous voulez, l'eau nous rend tellement sensibles qu'à un moment donné, avec l'eau, on peut devenir très têtu, tellement attaché, avec une extrême sensibilité à quelque chose qui nous touche profondément, que si c'est mis en danger par quelqu'un d'autre qui nous propose autre chose, on va devenir complètement têtu dans l'incapacité de changer de direction, obstiné, acharné, et du coup on va complètement se couper de ce que l'autre a à nous proposer. Et donc l'empathie va être sacrifiée. C'est pas parce qu'on n'aura pas, dans l'eau en tout cas, là on est dans l'élément eau, c'est pas parce qu'on n'aura pas l'ouverture d'esprit d'accueillir le point de vue de l'autre, mais c'est parce qu'en fait ça nous touche trop profondément, on est trop sensible, et donc du coup, pour se protéger, on se ferme. Donc voilà, submergé par notre émotivité dans l'eau, on peut soit se fermer, devenir têtu, opiniâtre, obstiné, soit on peut devenir très timide. Quand les émotions sont trop fortes, il y a un réflexe qui consiste à se couper et à devenir donc voilà, soit timide dans l'incapacité de réagir, ou soit flegmatique et insensible, entre guillemets insensible, parce que c'est là qu'on va dire je m'en fous alors qu'on s'en fout pas du tout, mais c'est la seule solution qu'on trouve. Donc voilà, encore une fois, comme avec le feu, mais le feu c'était plus dans l'enthousiasme, dans l'énergie
pétillante de l'esprit. Là, ça va être plus dans la physicalité. Avec l'eau, on a très envie de se relier, on a très envie d'être en contact, on a comme deux gouttes d'eau qui fusionnent. Mais bien sûr, si on n'arrive pas à faire ça, eh bien, on va se réfugier dans l'indifférence, la condescendance, la négligence. Voilà. Et donc tout ça, c'est de l'eau aussi. Donc, on pourrait dire que la vie, c'est jouer avec le feu. Et donc forcément, pour jouer avec le feu, en fait, il faut gérer l'eau. Donc quelque part, le travail de l'eau est un travail fondamental parce qu'en fait, vous savez, l'eau garde une trace de tout ce qu'elle touche. C'est pour ça qu'on dit que l'eau est mémoire. C'est comme si l'eau s'identifiait à tout ce qu'elle rencontre. Par exemple, si vous avez de l'eau et que vous mettez du thé, ben c'est plus de l'eau, c'est du thé. Si vous mettez de l'eau et que vous mettez du café, ben c'est plus de l'eau, c'est du café. Pourtant, dans le café, il y a plus de 90% d'eau. Dans le thé, c'est pareil. En fait, fondamentalement, c'est beaucoup plus de l'eau que du thé, mais ça s'appelle du thé. En fait, l'eau perd son identité parce que l'eau s'identifie à tout ce qu'elle touche. Et en fait, de manière analogique, la conscience est comme de l'eau. Et comme le seul travail qu'on puisse faire pour nous, sur nous, finalement, c'est un travail sur la conscience, puisqu'en fait, on ne peut s'identifier qu'à sa conscience, si on accepte de ne pas s'identifier à son corps et à ses idées. Si on arrive à s'identifier à la conscience, on se rend compte que la conscience fonctionne comme ça. Elle s'identifie à tout ce qu'elle touche. Donc par exemple dans les enseignements de Bouddha, il est dit « Celui qui plonge avec ferveur dans l'étude des profondeurs de l'être découvre que la conscience ne demande qu'à se connaître elle-même dans sa nature infinie. » Ça c'est ce que je disais pour le feu. Lorsqu'elle échoue dans cette tâche, elle se referme et s'identifie à quelque chose qu'elle commence à tenter de protéger. Tous les défauts que l'on considère comme étant négatifs sont en fait la résultante d'une conscience qui tente de s'identifier et donc de protéger quelque chose. Donc vous savez, dans le bouddhisme, on dit que la source de tous les malheurs de l'être humain, la source de toutes les souffrances de l'être humain, c'est qu'il s'identifie à quelque chose qui n'est pas fondamentalement. En général, le corps et les pensées. Donc, mais quelque part, qu'est-ce qui fait qu'on s'identifie à quelque chose qu'on n'est pas? C'est que notre conscience s'identifie à tout ce qu'elle expérimente. Donc quand on expérimente le corps, on s'identifie au corps. Quand on expérimente nos pensées, on s'identifie à nos pensées. C'est comme ça que fonctionne la conscience. Et donc le travail, ça va être d'arriver à déscotcher de toutes ces problématiques d'identification. Donc lorsque la conscience est identifiée à une forme, qui de par nature est éphémère, elle finira immanquablement par se sentir menacée et isolée, et c'est la source de tous les conflits. Oui, parce que finalement, quelque part, le danger, c'est que, le constat de base, en fait, c'est que tout vient de l'unité et tout revient à l'unité. Donc, quelque part, toute manifestation, tout ce qui est créé doit mourir. Donc, toute forme qui surgit de l'unité doit revenir à l'unité. Donc, si on s'identifie à une forme, on s'identifie à quelque chose qui est périssable. Donc forcément, à un moment donné, on sent la fin approcher. Et si on s'identifie à ça, du coup, on commence à avoir peur de mourir. C'est normal. Et donc, selon les bouddhistes, c'est la source de tous les conflits. Et de toutes les peurs. Donc, les bouddhistes ont développé la compassion parce qu'ils disent que personne n'agit fondamentalement dans le but de nuire, puisqu'en fait, la conscience, lorsqu'elle se méprend sur sa propre nature, est dans l'ignorance. Et la compassion consiste à émettre intensément pour soi et pour tous les êtres le désir que la personne morcelée retrouve son chemin vers l'unité. Quand on se rend compte à quel point c'est difficile de faire ce travail intérieur, forcément, on va cultiver les qualités de la modestie, de la sobriété, de la tranquillité et du pardon aussi. Parce que quand on va voir comme on a du mal à le faire pour nous, on va comprendre que les autres n'y arrivent pas non plus. Et donc forcément, toutes ces qualités, modestie, sobriété, tranquillité, pardon, tout ça c'est des qualités qu'on associe à l'eau encore une fois. Donc l'eau, le travail de l'eau est vraiment primordial, surtout dans le développement personnel. Donc maintenant on va travailler un petit peu avec l'élément air. Donc l'air est caractérisé par la légèreté, la liberté. L'air est difficile à stopper, comme l'eau du reste. L'air passe librement. Même si vous essayez de vous protéger en mettant des remparts, des murailles autour de vous, vous laisserez toujours passer l'air. Ou l'air de toute manière passera toujours. C'est vraiment l'élément de la liberté, du libre passage. L'air, c'est ce qui nous met en relation. On partage l'air, on respire le même air.
c'est un va-et-vient. Inspire, expire, inspire, expire. Ça nous donne vraiment cette idée de rythme, de relation, comme parler, écouter, tout ce qui est de l'ordre de l'échange. Euh, Symboliquement, c'est associé à ce brassage de l'air. Ce brassage qui est induit par l'élément air. Même les idées, on échange les idées, on partage les idées. C'est pas mon idée, je te le dirai pas. Ça sert à rien une idée si on n'en parle pas. Donc l'idée induit l'échange. Donc forcément, quand il y a l'élément air qui domine, eh ben, naturellement, on va aller vers le bavardage, le commérage, les digressions de toutes sortes, blablabla. Bla 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 bla. Un caractère un peu volatile, instable. C'est un élément qui entraîne un peu la dispersion, la dissipation. L'inconstance, mais pas forcément l'inconstance, mais c'est parce qu'en fait, l'esprit est un peu comme un singe. À droite, à gauche, hop, hop, hop. On suit de fil en aiguille, on arrive quelque part, on ne sait plus d'où on est parti. Ça nous arrive à tous. Et le problème de l'air, ben, ça va être éventuellement le survol. C'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer en profondeur, puisqu'en fait, on va rester un peu en surface et puis on va ricocher d'une idée à l'autre. Donc c'est pour ça qu'avec l'élément air, souvent, on parle de superficialité, mais voilà, puisque si on a trop d'air, on ne va pas arriver à se poser et on ne va pas pouvoir persévérer. On va décrocher trop vite. Parce qu'on va voir un truc, ah tiens, ça aussi c'est super, oh, ça aussi. Et puis du coup, à force d'aller partout, on va nulle part. Avec l'air, on a aussi cette capacité, justement, comme on va partout, d'avoir une vue d'ensemble. Et de voir un peu tous les paramètres. C'est ce qui nous permet d'optimiser. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent de l'intelligence avec l'air. C'est l'intelligence pratique, en fait, de voir les choses de manière optimale, en fait, et donc justement pour optimiser. Donc l'air va nous donner l'agilité, l'habileté de répondre aux besoins du moment. Donc par exemple, on peut dire que le feu, c'est un peu le moteur de nos actions, c'est la source de nos désirs. Sauf que le feu, si c'est que du feu brut, ça peut aller assez rapidement vers la brutalité. Ouais, on fait comme ça, allez c'est parti, on est chaud, on y va. Alors que l'air, ça va nous apporter un petit peu plus de finesse à ce moment-là, et un peu plus d'application, un peu plus d'habileté. Et donc c'est bien d'allier le feu et l'air pour avoir une action efficace. La curiosité aussi. Là où le feu va être un peu obstiné, l'air va nous apporter un peu d'ouverture pour être un peu curieux et regarder un petit peu plus ce qu'il y a autour de nous. Un des dangers de l'air, ça va être la vantardise. Pourquoi? Parce qu'en fait, vu qu'on est très ouvert et qu'on va glaner de l'information à droite à gauche, qu'on est très curieux avec l'air, eh ben, on va accumuler un peu pas mal de choses et on va tomber dans un écueil qui est très courant, c'est-à-dire le fameux étalage de connaissances. C'est un peu j'étale ma connaissance et du coup j'en connais un rayon, n'est-ce pas? Et donc forcément la vantardise et le fait de briller en société. Et ça c'est vraiment quelque chose de très répandu parce que aujourd'hui on confond assez volontiers la somme d'informations avec l'intelligence. C'est-à-dire que quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, on va dire oh il est intelligent parce qu'il connaît beaucoup de choses. Un peu comme un champion à question pour un champion. Le fait d'avoir une énorme culture générale, de pouvoir répondre à plein de questions, on va penser que ça fait de nous quelqu'un d'intelligent, alors que quelque part, on pourrait se dire que véritablement l'intelligence, ce serait d'arriver à utiliser cette information quand elle est nécessaire, plutôt que d'accumuler plein d'informations qui ne nous servent peut-être à rien, et de briller en étalant ses connaissances. Donc ça c'est un thème assez intéressant avec l'air, qui est l'accumulation de connaissances et la vantardise. Un des dangers de l'élément air, c'est quelque part le détachement, puisque comme l'air est un élément léger qui nous fait sautiller d'une information à l'autre, d'un endroit à l'autre, d'une idée à l'autre, on a cette facilité quand on a l'élément air qui domine de se détacher de l'autre et de manquer cruellement d'empathie. C'est-à-dire que l'air, c'est la mise en relation. Quand on n'arrive pas à mettre les idées en relation, ce qui se passe, c'est qu'on tombe assez vite dans le jugement. C'est-à-dire que quand on est dans l'élément air, on a besoin de rationalité. Et malheureusement, la vie est profondément irrationnelle. Beaucoup d'aspects dans la vie sont profondément irrationnels. Et donc, avec un élément air qui domine, on n'arrive pas à faire la part des choses, à accepter cette irrationalité. Et donc, encore une fois, dans l'incapacité de se relier, eh bien, on se détache. C'est-à-dire que l'élément air nous donne un désir de tout comprendre. Et quand on n'arrive pas à comprendre,
eh bien on devient facilement hautain dans le jugement. En manquant d'empathie, on va juger l'autre et l'écraser un petit peu, avec des airs un peu de supériorité. C'est un des dangers de l'air. Donc l'air, comme on l'a dit, souvent on lui reproche d'être un peu superficiel, mais il faut aussi avoir en conscience que mettre les formes, euh, avoir du soin à l'apparence, à l'image, c'est aussi des clés pour encourager la communication et la circulation de l'information. Donc c'est important d'enrober aussi le fond pour qu'il ait une forme séduisante dans l'instant. Et ça, c'est l'élément R qui nous donne la capacité de savoir comment faire passer, quel sera le meilleur moyen de faire passer un message. Parce que quand on est vraiment dans le feu, on manque un peu de tact. Et on balance le truc comme ça et on dit bah c'était pas content, c'est pareil. L'air va nous rendre un peu plus rusés pour faire passer un même message mais de manière plus subtile. Donc on a aussi besoin de cette légèreté et de cette entre guillemets superficialité. Et dans la même manière, on peut considérer que dans un monde où l'adulte se doit d'être un être humain sérieux, on a besoin de cette légèreté de l'air pour contacter un petit peu la joie et la pétillance de la jeunesse, un peu un sentiment doux, un plaisir simple, rempli d'optimisme, toujours prêt au mouvement. Et ça, c'est l'air qui nous donne ça. Et c'est la légèreté de l'air qui nous donne ça. Donc cette légèreté, quelque part, elle peut nous rendre inconstant et superficiel, mais on en a aussi beaucoup besoin. Voilà pour l'élément R. Donc il nous reste la terre maintenant. Donc la terre, c'est un élément stabilisant. C'est le symbole de toute concrétisation. Il capture tous les autres éléments et il les fixe dans la matière. Donc c'est le garant de l'aspect réaliste d'un projet. C'est le bon sens pratique, vraiment, la terre. C'est bon, alors maintenant, ok, on a bien réfléchi à ce qu'on voulait faire, donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? Voilà, hop, élémentaire. Comment on va piéger tout ça? Comment on va piéger les idées? Comment on va stabiliser les émotions pour faire quelque chose de concret, pour réaliser quelque chose concrètement dans la matière? Donc forcément, l'élémentaire favorise l'attachement à la forme. Comme on est conscient que cette forme n'est pas éternelle, l'élémentaire nous encourage à faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible. On ne veut pas que ce soit pour toujours, puisqu'on sait bien que dans la forme ça ne peut pas être pour toujours, mais on veut durer dans le temps quand même le plus possible. Donc là où l'air pouvait nous faire passer d'une chose à l'autre avec l'élémentaire, on va vraiment se concentrer sur quelque chose. Donc on a vraiment cette idée de les valeurs de l'estime, et estimer quelque chose, donner de la valeur aux choses, aux réalisations, pour se concentrer dessus, pour laisser quelque chose aussi à ceux qui viendront derrière nous. Donc tout ça, c'est l'élémentaire. La ponctualité, c'est une valeur qu'on attache à la terre, puisque c'est se sentir investi dans un édifice commun. La ponctualité, c'est participer, savoir qu'on n'est pas tout seul, et vouloir faire en sorte que tout ce qui a été décidé à l'avance puisse être honoré pour que l'édifice commun soit stable et pour que les choses puissent fonctionner. Il faut que tout soit à sa place et au bon moment, donc à l'heure, au bon endroit. Voilà, ça c'est l'élémentaire qui va nous donner en fait ce souci de cohésion. La Terre nous pousse à être en quête de stabilité. Donc c'est vraiment la force tranquille, c'est cette énergie qui favorise la persévérance face aux assauts du temps et à tous les imprévus, cette stabilité qui nous demande un travail et un rééquilibrage permanent, tout ça on va l'associer à la Terre. Un des dangers de la Terre, c'est qu'elle peut étouffer le feu, puisque cette immobilité, enfin cette stabilité peut se transformer en immobilisme, ou une incapacité à faire un choix. Ça peut aussi entraîner de la déloyauté ou un manque de courage, parce qu'avec la Terre et le besoin de stabilité, on a aussi un besoin de sécurité, qui peut devenir plus fort que nos idéaux. Et donc on peut trahir nos idéaux, on peut trahir les idéaux de quelqu'un qui comptait en nous, parce que si l'élémentaire domine, au fond, notre sentiment d'insécurité nous pousse dans un immobilisme et une incapacité de faire un choix. Ça peut aussi nous rendre irréguliers, parce qu'en fait, ça bloque ce mouvement libre. Par exemple, dans l'air, on pouvait naturellement s'adapter sans résistance,
Si la terre domine, à chaque fois on va buter un peu, on va se dire oh non t'es sûr, oh pourquoi, oh là là, ou ça me chavire dans mes besoins de stabilité, et donc ça rend le mouvement un peu saccadé, un peu irrégulier. Vous voyez, ça peut être à cause de l'élémentaire que les choses ne sont pas fluides, ou qu'on est un peu coupé de cette joie enfantine qui dit ah, ok d'accord je m'adapte, pas de problème, tout va, tout est mouvant, ça me va. Dans la terre, quand tout est mouvant, non ça va pas, ça fait peur. Donc à l'extrême, cet élémentaire peut devenir de la paresse ou de la procrastination. Vous savez, la procrastination, c'est toujours essayer de remettre au lendemain ce qu'on pouvait faire aujourd'hui, ce qui fait que en fait, ça se fait jamais. Et puis, on peut sombrer dans ce qu'on appelle la mélancolie, c'est-à-dire on reste planté là et on se dit que c'était mieux avant. Voilà, tout ça, ça peut être un élémentaire un petit peu trop prédominant. Donc ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que cette stabilité, c'est quand même un ingrédient principal. Puisque, comme je vous disais au début, le feu de l'esprit, la quête d'unité, en fait, n'est accessible que par la stabilité. C'est-à-dire que tout travail spirituel, euh, c'est un travail d'équilibrage à tous les niveaux. Et cet équilibrage à tous les niveaux, en fait, c'est la stabilité quelque part. Donc quelque part, tout va vers la stabilité. C'est pour ça que les Chinois ont placé l'élémentaire au centre. L'élémentaire et la couleur jaune des Chinois, l'empereur jaune, c'est vraiment le fondement de la pensée chinoise, la stabilité et l'équilibre du yin et du yang, bien sûr. Et donc quelque part, cet élémentaire qui est central nous donne vraiment accès à la transcendance. C'est-à-dire que quelque part l'élémentaire est un élément vraiment fondamental, est l'élément fondamental. Et cette stabilité, c'est une quête, c'est même la quête. Bien sûr, c'est pas pour mettre l'élémentaire au-dessus de tous les autres éléments, mais quelque part, on cherche à équilibrer tous les éléments, et quand on aura équilibré tous les éléments, on ressemblera à l'élémentaire, qui lui, de par nature, est un élément qui va vers l'équilibre. Et donc, bien sûr, cet élémentaire et cette stabilité nous apportent aussi de la tempérance, de la persévérance, et donc ça nous permet une compréhension scrupuleuse et profonde des choses et de nous-mêmes. Donc voilà, pour tous ces éléments qu'on a passés en revue et qui nous permettent de voir à quel point toutes nos personnalités et l'ensemble de notre psychisme est composé quelque part de ces quatre éléments. Et donc se rendre compte à un moment donné de qu'est-ce qui domine en nous pour pouvoir équilibrer, se dire tiens à ce moment je suis un peu trop feu, ou à tout à l'heure j'étais vraiment trop aérien ou trop terrien, et ben on va pouvoir essayer de jouer avec tout ça et de voir comment on peut harmoniser, puisque le but c'est pas de bannir ou d'encenser un élément plus qu'un autre, mais c'est d'avoir un équilibre entre tous ces éléments, puisque bien sûr le but c'est l'équilibre. Voilà, donc j'espère que tout ça, ça pourra vous servir. Prenez-le comme un jeu, faites un peu d'introspection de temps en temps, regardez un petit peu les éléments et voyez ce que vous avez besoin de travailler en vous dans l'instant, puisque c'est ça qui compte. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.